Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire proposé par Microsoft dans le cadre du Rendez-vous des décideurs IT édition 2022. Le numérique représente actuellement 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. L'explosion de l'utilisation d'outils numériques, le déploiement de stratégies digitales à grande échelle et la généralisation du télétravail risquent encore d'accentuer l'impact du secteur du numérique sur l'environnement, dans un contexte où la nécessité d'agir n'est plus à démontrer. Dès lors, le numérique est-il seulement un problème ou peut-il devenir une solution? C'est la question que nous allons poser à Com Perper, directeur du développement durable chez Microsoft France. Bonjour Com Perper. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau du Rendez-vous des décideurs IT. J'ai exposé très brièvement un contexte effectivement de nécessité de réduire son impact quand on est une entreprise, quel que soit le secteur d'activité. Là, on parle de Microsoft, une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse entreprise du secteur du numérique. Est-ce que Microsoft, sur ces sujets-là, a une feuille de route de réduction de son impact à grande échelle? Absolument. Donc notre feuille de route, elle est assez claire. La première chose, au niveau local, c'est d'essayer de contribuer aux objectifs de développement durable que s'est fixé Microsoft globalement et qui repose sur 4 piliers. Et on reviendra, j'imagine, sur ces piliers, notamment le sujet du dérèglement climatique. Le deuxième axe de notre feuille de route, il est de traiter avec notre écosystème local, c'est-à-dire nos clients, nos partenaires, le sujet de l'IT en tant que problème, ce qu'on pourrait qualifier de Green IT. Ce sujet, c'est de dire, aujourd'hui, vous avez parlé des émissions de gaz à effet de serre, qui sont l'un des impacts environnementaux du numérique. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec nos clients, nos partenaires, toutes nos parties prenantes locales françaises pour réduire l'impact environnemental du numérique. D'accord, donc là on se dit il y a effectivement un problème sur le numérique et on accepte de considérer l'IT comme problème. Mais j'imagine que si on accepte de le considérer comme problème d'un côté, on va regarder également les solutions de l'autre côté. Exactement, parce que, et c'est le troisième axe stratégique qu'on a, si aujourd'hui le numérique représente 4% des émissions de gaz à effet de serre, ça veut aussi dire qu'il y a 96% de ces émissions de gaz à effet de serre qui ne sont pas liées au numérique. Bien Ce sûr. sont des secteurs comme l'agriculture, comme le transport, comme le bâtiment. Ce sont des secteurs qui ont un impact environnemental fort. Et là, la question, c'est qu'est-ce que le numérique peut apporter à ces industries-là en faisant de l'agriculture de précision, en faisant de l'optimisation des chaînes de distribution, en faisant de l'optimisation de l'efficience énergétique des bâtiments. Grâce au numérique, comment on peut réduire ces 96% et les amener à être beaucoup plus minimes. Donc trois piliers qu'on va essayer peut-être de creuser un petit peu ensemble. Le premier, donc, c'est les engagements pris par Microsoft au niveau global, qu'ensuite on retraduit au niveau local. C'est ça la mission de la direction du développement durable chez Microsoft France? Tout à fait. Donc déjà, on analyse vraiment qu'est-ce qu'on peut faire sur ces 4 piliers des ambitions de Microsoft qui ont été annoncées maintenant il y a 2 ans directement par Satya Nadella, notre CEO. D'accord. Alors pour rappel, ces 4 piliers, c'est celui du dérèglement climatique. Donc on a annoncé qu'on allait être négatif en carbone d'ici 2030. D'accord. Et on va même un petit peu plus loin que ça. On dit que d'ici 2050, on aura compensé toutes les émissions de gaz à effet de serre qu'a émis Microsoft depuis sa création en 1975. C'est quand même assez ambitieux parce que c'est dans 8 ans 2030. Tout à fait. C'est très ambitieux, donc on pourra revenir après sur là où comment on on en fait, est aujourd'hui ouais. et comment on fait. C'est extrêmement ambitieux et c'est pour ça que c'est bien d'avoir des ambitions. La question, c'est quel est le plan d'action qu'on met derrière. Ouais. Donc ça, c'est le premier pilier qui est le dérèglement climatique. Mais on a parlé des 4%, mais le numérique a plus d'impact, a d'autres impacts que seulement les émissions de gaz à effet de serre. Et donc on a aussi annoncé qu'on allait être positif en eau d'ici 2030. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Je pourrais détailler si vous le souhaitez. Ça veut dire quoi, juste positif en eau? Alors, aujourd'hui, il y a 40 000 bassins aquifères dans le monde, c'est-à-dire des bassins dans lesquels on peut extraire de l'eau de manière assez naturelle, de l'eau douce. Il y en a 4 000 sur ces 40 000 qui sont en situation de stress hydrique, c'est-à-dire dans lequel il y a beaucoup trop d'eau qui est extraite. Et pas assez qui arrive de manière naturelle. D'accord. Et Microsoft, sur ces 4 000, opère sur 40 bassins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos campus ou nos data centers opèrent sur 40 bassins en stress hydrique. Et là, l'idée, c'est comment, dans des bassins en stress hydrique, on peut remettre plus d'eau que ce qu'on utilise sur ces 40 bassins en stress hydrique. Donc, à titre d'exemple, je vais prendre un exemple très concret. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur un projet d'une route aux États-Unis, d'une route bitumée qui était très peu utilisée et en très mauvais état. On l'a fait sauter, et du coup, l'eau de pluie revient dans une nappe phréatique en situation de stress hydrique. Et donc là, on remet de l'eau dans cette nappe phréatique qui était en stress hydrique. Donc, deuxième objectif positif en eau. Troisième grand pilier de la stratégie.
les déchets, qui est un enjeu majeur aujourd'hui. Carbone, eau, déchets, oui. Et Microsoft, là-dessus, est impacté de deux manières. Vous le savez peut-être que même vous êtes aujourd'hui un gamer, mais Microsoft conçoit des produits, par exemple la Xbox. Microsoft conçoit des produits comme les surfaces. Donc on a du packaging qui est associé à ces produits. Donc l'idée, c'est comment on fait pour réduire les déchets de ce packaging. On a aussi un autre type de déchets qui sont les déchets qui sont liés aux serveurs qui opèrent dans nos data centers et tout le matériel qui peut opérer dans le data center. Et donc sur le sujet des déchets, on a annoncé qu'on allait être zéro déchet d'ici 2030. D'accord. Quatrième pilier. Alors le pilier peut-être le plus intéressant, qui est celui de la biodiversité. Alors évidemment, tous ces piliers ne sont pas indépendants. Hein, oui, ils sont un peu imbriqués les uns avec les autres, bien sûr. Oui. La biodiversité, on le regarde de deux manières. La première, c'est un peu ce qu'on fait sur l'eau, c'est de se dire comment on fait pour restaurer des écosystèmes, pour restaurer l'équivalent des écosystèmes sur lesquels on opère. D'accord. Aujourd'hui, Microsoft, globalement, opère sur l'équivalent de 70% de la surface de Paris, intramuros. Une fois de plus, par ses campus, les bureaux, et par ses data centers. Donc c'est conséquent, mais ce n'est pas non plus le secteur de l'agriculture ou d'autres secteurs, mais c'est conséquent. L'idée, là, c'est un peu, comme je vous l'ai dit, ce qu'on fait sur l'autre, c'est comment on fait pour restaurer des écosystèmes et pour sauver des écosystèmes qui pourraient être en danger. Mais la deuxième brique qui est extrêmement intéressante sur le sujet de la biodiversité, c'est de se dire comment on peut aller plus loin. Et il y a un vrai enjeu quand on s'intéresse à ce sujet de la biodiversité, c'est l'enjeu de la data. La donnée de la biodiversité est explosée partout. On a des données qui peuvent être des données satellites qui vont nous montrer la déforestation dans un pays comme le Brésil, mais qu'il va falloir coupler à des données qui vont appartenir à un institut de recherche qui va être basé aux États-Unis sur la population de papillons. Si on ne comprend pas les liens entre la déforestation au Brésil avec la baisse d'une population de papillons aux États-Unis, on ne peut rien faire. Et donc l'idée, c'est comment on peut faire pour mettre ces données de biodiversité en mode open data et pour les rendre intelligibles pour des instituts de recherche, des startups ou n'importe qui se pencherait sur ces sujets-là. Et donc on a annoncé ce qu'on appelle l'ordinateur planétaire, qui est une sorte de cloud dans lequel on met des données de biodiversité en mode open data qui seront accessibles au plus grand nombre. Là, on rebondit un peu sur ce que vous nous disiez en introduction et qu'on va creuser ensemble, c'est l'IT comme solution. On y reviendra après. Juste avant, donc là, vous nous avez donné les 4 grands piliers de la feuille de route de Microsoft au niveau mondial. Comment est-ce qu'en France, on agit concrètement pour tenir les engagements de Microsoft? Est-ce qu'il y a des actions concrètes dont on peut parler aujourd'hui? Bien sûr. Alors, on a plusieurs actions au niveau local. La première de ces actions, c'est d'essayer de mesurer tout ce qu'on fait au niveau local. Donc ça, on a travaillé par exemple sur notre empreinte carbone, qui finalement au niveau français est assez faible. D'accord. Ouais. Mais on a travaillé sur notre rapport qu'on publie d'ailleurs, qu'on va publier dans tous les rapports ADEME, etc. Donc ça, c'est la première chose qu'on fait. Mais en fait, notre rôle en local, il est surtout de travailler avec nos clients pour faire en sorte de réduire l'impact qu'on peut avoir au travers de nos clients en fonction de l'IT. Donc ça, c'est le deuxième pilier dont on parlait. Et aussi de travailler avec nos clients sur la façon dont on peut utiliser le numérique comme solution, qui est le troisième pilier. Donc, in fine, ce travail en local, il est très lié à nos clients et à ce qu'on peut faire avec eux, aussi bien sur l'IT en tant que problème que sur l'IT en tant que solution. Cela dit, nos clients aujourd'hui en France, que ce soit des startups, que ce soit des grands groupes ou des groupes de taille intermédiaire, etc., ont des solutions. Et la question, c'est comment on peut proposer ces solutions pour nos besoins propres. Et je vais vous prendre un exemple extrêmement simple. Aujourd'hui, nous avons besoin, Microsoft, nous sommes un extrêmement gros acheteur d'énergie renouvelable. La question, c'est quels sont les acteurs français aujourd'hui qui peuvent proposer à Microsoft des solutions d'énergie renouvelable pour l'ensemble de nos opérations mondiales. Et donc là, on présente des projets français. On a signé un partenariat avec Engie qui fournit des énergies renouvelables à Microsoft. D'accord, donc ce dont vous nous parlez, en fait, c'est d'échange. C'est d'un côté, comment est-ce qu'on accompagne les entreprises pour réduire leur impact vis-à-vis du sujet IT, et de l'autre, qu'est-ce que ces entreprises qui ont travaillé sur des solutions peut-être sur leur cœur d'activité peuvent nous apporter pour transformer notre propre industrie, ou en tout cas notre propre activité. Absolument. Et c'est, une fois de plus, ces solutions, là, je vous ai parlé d'Engie, mais ça peut être des startups. On a un écosystème de startups en France qui est foisonnant. Ça peut être des entreprises de taille intermédiaire. Donc voilà, nous, on est preneurs de toutes les bonnes idées pour répondre à nos besoins propres. Donc moi, je propose un maximum de projets français à mes amis, à mon contrepartie aux US. Alors, moi, il y a quand même un sujet que j'ai envie de traiter, c'est l'IT comme problème. Parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on entend des professionnels de l'IT nous dire l'IT est un problème, on le sait, et il faut le regarder en face. Donc, quand on parle de traiter le problème de l'IT, alors moi,
J'avoue, ma question est plus sur les émissions de gaz à effet de serre et sur la transition énergétique. Même si j'ai bien compris que c'est Microsoft, c'est plus large que ça. Il y a aussi le sujet de déchets ou encore biodiversité. En quoi l'IT est un problème aujourd'hui concrètement? Moi, j'ai donné un chiffre, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Effectivement, il en reste 96 autres ailleurs. Mais ça reste un problème qu'il faut adresser aujourd'hui. Ah bien sûr, et on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. on est une industrie, alors 4% juste à titre d'exemple, vous savez, on parle beaucoup de l'industrie de l'aviation, du secteur aérien. On dit, ah, c'est horrible, je ne prends plus l'avion. Alors moi, personnellement, par exemple, je suis dans le flight scam, c'est-à-dire que quand je prends l'avion, je m'autoflagelle ensuite pendant une semaine, etc. C'est terrible. L'IT aujourd'hui, c'est 2 fois les émissions du secteur de l'aviation. Donc c'est extrêmement conséquent. 2 fois plus que les émissions mondiales du secteur de l'aviation? Tout à fait. D'accord. Alors après, ça dépend un peu des chiffres, etc. Mais grosso modo, en tout cas, c'est clairement dans la même gamme d'impact environnemental. Donc c'est pour vous faire prendre conscience du problème. Et alors juste pour bien comprendre, parce que ça c'est effectivement, on lit pas mal de chiffres sur le sujet, quand on dit l'IT c'est 2 fois plus que le secteur de l'aviation, c'est quoi? C'est l'IT, c'est le secteur du numérique, les entreprises du numérique, plus l'IT dans toutes les entreprises utilisées, même si c'est une entreprise agricole ou une entreprise de service, mais c'est tous les ordinateurs et les data centers qui vont être utilisés par l'entreprise. Alors exactement, vous avez et ça c'est l'ADEME qui le dit, vous avez 3 types d'impact environnemental du numérique. Il y a les terminaux. Les terminaux, ce sont l'écran que vous avez derrière vous en tout premier lieu, et on met là-dedans les téléviseurs. D'accord. Qui sont beaucoup trop nombreux. D'accord, donc oui, ça commence à faire beaucoup. Mais ce sont les laptops aussi, donc tous les PC portables, etc. Et ce sont les smartphones. Et puis après, il y a tous les petits objets du quotidien, de l'IoT, etc. Mais ça, c'est finalement assez minime. Ça, c'est la première catégorie qui est liée à l'IT. La deuxième catégorie, ce sont les centres de données, les data centers. Et la troisième catégorie, ce sont les réseaux. Parce que ce n'est pas tout, il faut connecter ces terminaux au data center, donc il nous faut des réseaux. Et là, il y a une étude de l'ADEME qui est parue, alors qui est sur le scope France, mais grosso modo, on pourrait dire que c'est la même chose au niveau monde. Quelques différences, parce que les réseaux électriques sont parfois plus carbonés qu'en France. D'accord. Mais aujourd'hui, la grande partie de l'impact du numérique vient des terminaux. 75% de l'empreinte environnementale du numérique vient des terminaux, c'est-à-dire les laptops, les PC, les téléviseurs, etc. Donc il y a un vrai enjeu là-dessus. Les centres de données représentent 16%, si je prends les émissions de gaz à effet de serre, de l'empreinte du numérique. Donc l'IT est un problème. Et l'IT est un problème que, pardonnez-moi, mais que du coup, les professionnels de l'IT diffusent au sein de leurs clients. J'imagine que les clients, à partir du moment où ils sont conscients, et même si les professionnels de l'IT disent c'est un problème, ils se retournent vers vous en disant très bien, comment est-ce qu'on m'accompagne pour trouver des solutions? Bien sûr, et c'est tout à fait normal. Et nous, on est très contents quand on a ces discussions-là avec nos clients. Alors je dirais qu'il y a 3 choses qu'on fait sur cette partie IT en tant que problème. La première, c'est tout ce qu'on fait pour nos propres infrastructures. C'est-à-dire que si on fait de l'optimisation, par exemple, de nos data centers, indirectement, ça va impacter positivement nos clients. Je vous prends un exemple. On a dans notre data center d'Amsterdam ce qu'on appelle un Eco-Circular Center. Qu'est-ce que c'est que cet Eco-Circular Center? C'est que juste à côté de notre data center, on a une sorte de mini-usine avec des gens qui ont des casques, etc. D'accord. Qui font de la maintenance prédictive de nos serveurs. D'accord. Et qui sont capables de les réutiliser, ou quand on n'arrive pas à les réutiliser, à les recycler. D'accord. Et donc ça permet de remettre en circulation des serveurs, sachant qu'un des gros impacts environnementaux des data centers vient de la construction de ces serveurs. Donc en allongeant la durée de vie de ces 4 millions de serveurs sur lesquels tourne Microsoft, l'infrastructure de Microsoft, on arrive indirectement à impacter positivement l'empreinte carbone qui est associée au data center. Parce qu'on construit moins de data centers, ou en tout cas on construit que ce dont on a besoin et pas ceux qu'on a jetés parce qu'on n'arrivait pas à les réparer ou à les recycler. Tout à fait, sur les serveurs qui composent ces data centers. D'accord. Donc ça, c'est toutes les actions qu'on va prendre d'efficience énergétique, de politique d'énergie renouvelable aussi, pour baisser l'empreinte de Microsoft, ce qui indirectement va impacter positivement nos clients sans qu'ils aient rien à faire. D'accord. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que je peux faire au niveau de l'IT? Donc là, je suis DSI. Sans même parler de l'utilisateur qui va être au sein de mon entreprise, qu'est-ce que je peux faire? Donc là, est-ce que je peux, par exemple, enlever des sites SharePoint qui ne sont plus du tout utilisés? Est-ce que je peux enlever des boîtes mail qui ne sont plus jamais utilisées, etc. Donc ça, c'est ce que je vais faire en tant que DSI. Voire même des mails qui ne sont plus utilisés, mais bon là, c'est plus l'utilisateur qui va décider. Et ça, c'est la troisième brique, c'est qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'utilisateur? D'accord. Et donc là, il y a un rôle. Mais, et là-dessus, j'aimerais être extrêmement clair, il y a beaucoup de choses qui circulent sur le marché, sur l'impact des mails. Moi, j'ai même vu des dirigeants d'entreprises françaises qui disaient « J'ai passé 2 heures samedi à effacer ma boîte mail, j'ai un impact colossal ce samedi ». En fait, in fine, l'empreinte carbone d'un mail,
elle est extrêmement faible. D'accord. Ah bah ça va à l'encontre de ce qu'on peut lire effectivement à droite à gauche. Et en fait, sur des infrastructures qui sont celles des géants du numérique, l'empreinte in fine d'un mail va être extrêmement faible. Ce n'est pas du tout de l'ordre de grammes de CO2 par mail, même quand on a des pièces jointes, c'est beaucoup plus faible. Néanmoins, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas prendre des actions là-dessus. Pourquoi ? Parce que pour une entreprise, c'est un bon moyen de sensibiliser des salariés au sein de l'entreprise à ces enjeux-là et de leur mettre le pied à l'étrier. Et puis nous, on est très contents parce que, in fine, au niveau de vous, de votre utilisation, je vais vous dire, vous allez œuvrer sur un mail, ça ne va pas changer grand-chose, mais à l'échelle de Microsoft, vu le nombre de mails qui sont échangés, c'est ça. Si chacun fait un pas attention, nous, ça nous impacte positivement, donc c'est dans les deux sens. Donc en fait, là, ce que vous nous décrivez quand on est au niveau de la DSI ou au niveau de l'utilisateur ou de l'utilisatrice, c'est une sorte de sobriété numérique, c'est ça, on utilise un peu moins, c'est pas qu'on utilise moins l'IT, c'est qu'on fait un peu plus attention dans son utilisation de l'IT au quotidien. Oui, mais je pense qu'une fois de plus, il faut avoir conscience de l'IT en tant que problème, avoir conscience que la majorité de ce problème-là, elle vient des terminaux. Il y a une partie centre de données et il faut la considérer, mais c'est quand même les terminaux, donc il faut allonger la durée de vie des terminaux. Et là-dessus, nous, il faut aussi qu'on s'améliore Microsoft, et je le dis en toute transparence, on peut faire des choses vraiment mieux et on travaille dessus d'arrache-pied, parce que c'est là que l'impact du numérique est le plus fort, donc on a une responsabilité là-dessus. Une fois de plus, sur les mails, je vous donne juste un exemple. Aujourd'hui, on travaille avec des clients sur l'empreinte associée à un utilisateur de Microsoft 365 sur une année. Et elle est de combien ça d'ailleurs? Ça va être, admettons, quelqu'un qui va utiliser en mode un peu post-Covid, c'est-à-dire beaucoup de télétravail, etc., ça va être 10 kg de CO2 par an. D'accord. 10 kg de CO2 par personne, maximum. 10 kg de CO2, c'est 300 grammes de viande rouge. Pour un an, c'est 300 grammes de viande rouge. Donc vous pouvez enlever tous les mails que vous voulez et vous allez à la cantine et vous allez manger une entrecôte, in fine, l'entrecôte sera tout le poids de... C'est là que c'est important de pouvoir mesurer, justement, pour pouvoir comparer des choses comparables et comparer réellement quel est l'impact qu'on a sur chacune de nos actions, et notamment quand on fait des visios ou autre. Ouais. Absolument. Et c'est pour ça qu'on a lancé ce qu'on appelle des Emission Impact Dashboard, qui sont aujourd'hui téléchargeables. Vous tapez dans un moteur de recherche, quel qu'il soit. Bien sûr. Emission Impact Dashboard. Et ce sont des outils que les DSI peuvent utiliser pour mesurer l'impact environnemental associé à l'utilisation de nos services cloud Microsoft. Mais c'est justement, parce que là vous mentionnez les services cloud Microsoft, mais c'est un des questionnements qu'on peut avoir, c'est que en fait Microsoft est partout. Donc en fait effectivement il faut pouvoir mesurer l'impact de ma surface, l'impact de mon utilisation de Microsoft 365, l'impact de mon utilisation de tel ou tel service cloud, peut-être parfois d'un téléphone aussi ou autre. Il faut être capable en fait d'agir, ou en tout cas de savoir quel est l'impact de tous ces supports, de tous ces outils ou services proposés par Microsoft. Absolument. Et alors là, on aborde le troisième sujet. Ah, la solution. La solution, puisque effectivement, vous l'avez dit, aujourd'hui on met à disposition ces outils, l'un pour Azure, donc qui vous permet de mesurer l'empreinte environnementale associée à un service cloud Azure, notre infrastructure. L'autre sur M365, on a la même chose sur Surface. Bon, c'est très bien, mais la question, à un moment, ils disent « mais je ne vais pas faire ça ». Alors c'est très bien, mais j'ai envie d'avoir une vue consolidée. Et donc là, on a sorti aujourd'hui même une solution qui s'appelle Microsoft Cloud for Sustainability et qui permet à chaque entreprise de mesurer l'ensemble de l'empreinte environnementale. À court terme, on parle des émissions de gaz à effet de serre, associées à l'ensemble de ses activités. De ses activités à elle. De ses activités à elle. D'accord. Et ce qu'on appelle les émissions directes et indirectes, donc y compris de sa chaîne de valeur, ses fournisseurs et ses utilisateurs. Mais donc là, on n'est pas sur combien vous coûte en termes de carbone, ou en tout cas, quelle est la facture énergétique des équipements Microsoft que vous avez chez vous. Non, c'est pas ça, c'est de l'intégralité de votre IT. Exactement. Et même plus loin que votre IT, de l'intégralité de votre société. De votre activité, d'accord. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on rentre dans le pilier de l'IT en tant que solution. Si vous regardez aujourd'hui la façon dont les entreprises font le reporting de leur empreinte environnementale, ils utilisent dans 86% des cas des fichiers Excel. Donc, nous, on est très contents que ce soit Excel parce que c'est Microsoft. Mais maintenant, imaginez que vous faites votre reporting financier aujourd'hui que sur des fichiers Excel et que vous consolidez ça, ça ne marche pas. La consolidation est très très complexe, oui, bien sûr. La consolidation est complexe, il y a des marges d'erreur qui sont estimées. Voilà. Le BCG a estimé ces marges d'erreur de l'ordre de 30 à 40%. Oui, ce qui est quand même assez conséquent quand on parle d'impact sur des émissions de gaz à effet de serre. Ouais. Exactement, donc c'est comme si demain vous alliez devant votre directeur financier et que vous lui disiez
voilà, bah, j'ai fait 100 cette année, ou devant vos actionnaires, et vous lui disiez j'ai fait 100 cette année, bon, à plus ou moins 30. Oui, c'est inentendable. Donc ça ne marche pas. C'est inentendable. Donc, et ça, c'est le numérique qui va le résoudre. Qu'on le veuille ou non, c'est le numérique. Il nous faut des plateformes de gestion de la donnée environnementale, au-delà de la donnée environnementale IT, de la donnée environnementale, de vos fournisseurs, de toute votre chaîne de valeur, pour répondre à ce problème, à ce gros enjeu de reporting et de transparence sur l'empreinte environnementale. Donc ça, c'est l'un des piliers de l'IT en tant que solution. Donc c'était justement ma question, c'est de savoir, ok, l'IT mesure, l'IT compile des données, effectivement, c'est son métier, il sait le faire. En tout cas, c'est une de ses raisons d'être, presque même, j'ai envie de dire, avec cette transformation digitale que connaissent les entreprises. Et vous m'avez fait un peu rêver tout à l'heure quand même avec ces sujets de biodiversité ou d'ordinateur pour la planète, c'est ça? Ordinateur planétaire. Ordinateur pour la planète. Alors, expliquez-nous quelles sont les autres solutions que peut proposer l'IT face à ces enjeux qu'on connaît aujourd'hui au niveau mondial. Alors j'ai 3 exemples dont je veux vous parler absolument. D'accord. Ouais. Il y a celui des éoliennes, il y a celui, des tuk-tuk en Inde. D'accord. Celui-là. Okay. Et puis ensuite, on a du mal à comprendre le lien avec l'IT. Ah non, mais vous allez voir. Ouais. Et il y a celui de l'agriculture. D'accord. Et des situations de gel et dégel. Alors je prends 3 exemples, il y en a beaucoup d'autres. Les éoliennes, c'est extrêmement intéressant. Il va y avoir une transition énergétique qui va passer évidemment par le secteur éolien. Aujourd'hui, on travaille avec une société qui s'appelle Vestas, qui est l'un des leaders mondiaux de l'installation de parcs éoliens. Ils opèrent dans 58 pays. Si vous vous intéressez à ces sujets d'éoliennes, il y a un gros problème aujourd'hui dans le secteur de l'éolien, qui est celui de l'effet de sillage. L'effet de sillage, c'est quoi? C'est que quand le vent passe dans une éolienne, potentiellement, ça crée des interférences pour les éoliennes qui sont autour, notamment celles qui sont derrière. Okay. Et donc, on a une perte du rendement énergétique d'un parc d'éolien qui peut monter jusqu'à 10% pour un parc éolien. Donc, c'est très conséquent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis opérateur de parc éolien, je perds potentiellement 10% de ma production parce que je n'ai pas optimisé la façon dont sont implantées mes éoliennes. Parce que ça peut se régler par le placement de l'éolienne. Exactement. D'accord. Ce qu'on fait, c'est que grâce à l'intelligence artificielle, à des capteurs qu'on a, et on met ça en correspondance avec le terrain sur lequel va être implanté un parc d'éoliennes, et aux situations météo, on va être capable de dire, plutôt que de mettre des éoliennes tous les 50 mètres, on va en mettre 2 là à 30 mètres, une autre à 100 mètres, parce qu'on va réduire cet effet de sillage en fonction du terrain. Et on va un peu plus loin que ça, c'est que une fois que ces éoliennes sont mises en place, comme elles ont des capteurs, on va être capable de dire, en fonction des conditions météo, je suis capable d'ajuster la disposition des pales pour faire en sorte de minimiser cet effet de sillage de 10%. Donc l'intelligence artificielle, finalement, au service d'une énergie plus propre. Deuxième exemple que vous aviez, celui des tuk-tuk en Inde. Alors ça, je veux bien savoir le lien entre l'IT comme solution et les tuk-tuk en Inde. Ouais. Écoutez, j'espère que vous avez déjà eu l'occasion de voyager en Inde. Alors malheureusement non, mais je vois à quoi ressemble un tuk-tuk. Ouais. Ou dans des pays d'Asie du Sud-Est. Vous avez tous ces tuk-tuk qui circulent absolument partout. Il y a un double problème avec les tuk-tuk. Il y a la pollution sonore. D'accord. Certains adorent, mais bon, au bout de 15 jours, on est un peu fatigué. Oui, c'est ça. C'est une chose pour les vacances. Et, voilà. Et puis évidemment, il y a l'aspect d'émissions de gaz à effet de serre, puisque c'est évidemment des tuk-tuk qui sont polluants d'un point de vue d'émissions de gaz à effet de serre et d'autres sources. Alors la question, c'est on dit, on va électrifier ce parc de tuk-tuk. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour l'électrifier? Les conducteurs de tuk-tuk, ils disent, attendez, moi je veux bien avoir un tuk-tuk électrique, admettons. Le problème, c'est que si je passe 4 heures par jour et je dois m'arrêter à chaque fois pendant 2 heures pour recharger ma batterie, parce que j'ai plus de batterie dans mon tuk-tuk, pour moi, c'est de la perte de revenus net. Je suis juste à attendre que ma batterie se recharge. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec un partenaire qui s'appelle Sol System, qui permet d'avoir des bornes d'échange de batterie. Et donc, ce conducteur de tuk-tuk, en fait, il a une batterie qui ne lui appartient pas. Il a un tuk-tuk électrique, mais il vient et il voit qu'il n'a plus beaucoup de batterie sur son app. Il a une application mobile. Et hop, on va lui indiquer la borne de recharge la plus proche. Et il va être capable de prendre une autre batterie. Donc, il n'a pas ces 2 heures dans lesquelles il ne peut rien faire et il ne peut pas conduire son tuk-tuk. Et donc ça permet de répondre à la perte de revenus qui est associée à un tuk-tuk électrique et donc du coup à favoriser l'électrification du parc de tuk-tuk en Inde. Et le changement d'énergie effectivement sur les tuk-tuk, d'accord. Alors il y a juste un petit truc, je dis parce que ça c'est très bien, mais il faut que derrière l'électricité, le réseau électrique en Inde soit décarboné. Aussi. Oui, bien sûr, parce que sinon on ne fait que déplacer le problème. Donc ça, voilà, évidemment, il y a cet enjeu-là. Ce qu'on dit très, très souvent, c'est qu'il faut électrifier et faire en sorte que le grid électrique soit décarboné. Il y a évidemment cet enjeu-là. Troisième exemple sur l'IT comme solution.
Alors, c'est celui de l'agriculture. Alors là, on est plus sur un sujet de résilience. Bien sûr. C'est de se dire... L'agriculture, d'ailleurs, l'agriculture numérique, c'est quelque chose qui est assez connu. Pour le coup, on voit des applications assez concrètes, finalement, du numérique dans l'agriculture. Je pense notamment aux drones qui sont aujourd'hui utilisés pour cartographier, par exemple, des champs. C'était votre exemple? C'est ce type d'exemple. Il y a ces situations qu'on a vécues dans le Tarn-et-Garonne, là, encore en début d'année, qu'on a vécues en 2019. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu cet épisode de regel courant avril, dans lequel on avait vu ces photos de vignobles en Bourgogne et en Alsace, où il y avait la nuit des énormes bougies de paraffine. Exactement, les mêmes qu'on veut supprimer des terrasses parce que ça consomme trop et parce que ça émet trop de gaz à effet de serre, Absolument. bien sûr. Oui. Et donc, il y a ces épisodes de regel, c'est-à-dire que le printemps arrive de plus en plus tôt, et puis après, boum, on a cet épisode de regel qui peut tomber en avril, en mai, on l'a eu là en avril dans le Tarn-et-Garonne. Ce qui est quasiment sûr, c'est que le dérèglement climatique, enfin c'est même pas sûr, c'est que prouvé scientifiquement, va augmenter les risques de ces situations de regel. Donc là aussi, la question, c'est les agriculteurs disent moi je veux bien mettre des solutions en place, par exemple ces bougies en paraffine. Le problème, c'est que ça coûte extrêmement cher. Donc quand on est le domaine de la Vaune-Romanée-Conti, on peut se permettre de mettre des bougies en paraffine. Quand on est un agriculteur qui n'a pas le même type de production, c'est beaucoup plus cher. À titre d'exemple, 1 heure de bougies en paraffine pour 1 hectare, c'est plus de 1 000 euros. Donc, il y a juste des agriculteurs qui ne peuvent pas se payer ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que le numérique peut faire? Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on met des capteurs dans les champs qui sont capables, qui sont liés, en fait, à, une fois de plus, la situation météo, hydrométrique, hygrométrique, etc., et qui sont liés à la météo, et qui permettent de prédire de manière beaucoup plus précise là où il y a des risques et là où il n'y a pas de risque de situation de regel. D'accord. Et donc, ça permet d'optimiser complètement et de mettre ces bougies en paraffine au bon endroit et d'en mettre exactement le bon nombre pour minimiser les pertes qui peuvent être associées à cette solution. Donc, en fait, ça apporte une information plus précise à une situation pour ensuite une meilleure efficience énergétique ou une efficience des ressources et éviter en fait un gaspillage de l'énergie là où on n'en a pas besoin. Tout à fait. Et c'est gaspillage de l'énergie, mais c'est juste qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas se payer ces solutions aujourd'hui. Donc, on leur permet en fait, d'ajuster complètement, de faire vraiment exactement ce qu'il faut en fonction des nouvelles conditions dans lesquelles ils opèrent. On a parlé de l'engagement de Microsoft comme père-père, on a parlé de l'IT comme problème, on a parlé de l'IT comme solution. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, un mot de conclusion peut-être pour ce webinaire à destination des DSI qui nous écoutent et qui réfléchissent au quotidien à comment diminuer l'impact de leur DSI, de leur activité, tout en maintenant un niveau de performance équivalent à celui qu'ils avaient les années précédentes? Je pense que ce qu'il faut vraiment préciser, c'est qu'on est évidemment tous ensemble dans le même bateau. C'est un sujet qu'il faut traiter en écosystème, donc il faut qu'on travaille ensemble de manière constructive. C'est ce qu'on fait au quotidien, dans les engagements qu'on a avec nos clients, avec nos partenaires. Il faut continuer dans cette démarche. Je pense qu'aucune entreprise peut adresser seule ces enjeux-là. C'est-à-dire Microsoft, nous, on ne peut pas adresser seul ces enjeux-là et les entreprises ne peuvent pas adresser seules ces enjeux-là. Donc il faut qu'on travaille ensemble. Ça, c'est une évidence pour moi. Et le deuxième sujet pour les DSI, c'est comment souhaitez-vous vous positionner en tant que solution pour les enjeux de développement durable de votre entreprise? Est-ce que vous êtes que sur le sujet de Green IT, qui est un gros problème, une fois de plus, sur lequel on doit se pencher en tant qu'industrie et les DSI en tant que responsable informatique? Mais est-ce qu'il n'y a pas un rôle de DSI de s'asseoir avec la direction du développement durable, de s'asseoir avec des lignes de business, de s'asseoir potentiellement avec la direction financière, puisque c'est aussi des sujets qui tombent maintenant à la direction financière, pour dire, OK, moi je vais voir comment l'IT peut être une solution. Et puis après, il y a le troisième enjeu. Là, vous voyez, on a cette notion un peu d'écosystème avec nos clients, avec nos fournisseurs, avec nos parties prenantes en interne. Il y a le troisième sujet qui est celui de l'engagement des collaborateurs, dont on n'a pas parlé, mais qui est extrêmement important. C'est comment on fait pour que ce ne soit pas juste le problème de 5 personnes au sein d'une entreprise. Comment on fait pour engager tous nos collaborateurs, y compris les collaborateurs d'une direction informatique, dans cette optique. Merci beaucoup, comme père-père. Je rappelle que vous êtes directeur du développement durable chez Microsoft France. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis depuis le plateau du rendez-vous des décideurs IT.